D'abord, la Tunisie, comme vous le savez certainement, a fait sa révolution. Certains disent plutôt réforme. Le terme peut faire l'objet de débat, mais quand même une rupture. Le peuple a sorti Ben Ali et ça a lancé un mouvement de réforme. Il y a une assemblée nationale constituante qui a été mise en place et c'est un moment crucial pour débattre parce que la Constitution va être le cadre juridique et un peu qu'est-ce que va être la Tunisie nouvelle après le départ de Ben Ali. Et donc c'est un moment important de pouvoir réfléchir, avoir un débat, savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la Constitution nouvelle, quels sont les enjeux aujourd'hui. Pourquoi avec le Parlement européen? Parce que nous avons des relations fortes, importantes, entre l'Union européenne et la Tunisie. Nous avons un soutien à la Tunisie, nous avons une politique de voisinage, un accord d'association qui va d'ailleurs avoir un statut rehaussé. Et c'était plutôt une réussite de pouvoir avoir un espace de réflexion, de débat sur cette constitution, qui est un enjeu extraordinaire et fondamental, puisque c'est le cadre du nouvel État tunisien. Certains disent qu'il faut mettre la charia dans la nouvelle constitution, d'autres disent que non. Donc cette question de la relation entre la démocratie et la question religieuse de l'islam est un enjeu important et fait l'objet de débats, un désaccord, donc c'est tendu, mais je crois qu'on est dans un moment où ce travail d'articulation entre la démocratie et l'islam, la Tunisie l'a pris en charge de manière démocratique. Et donc c'est aussi pas un modèle, mais un laboratoire, je dirais, qui peut intéresser tous les peuples de la rive sud de la Méditerranée et les peuples à majorité musulmane. Il n'y a pas de modèle, Chaque peuple fait son chemin. On voit ce qui s'est passé au Maroc. Il y a une réforme qui est différente. L'Algérie a une histoire terrible parce qu'il y a eu un mouvement de révolution, ou en tout cas un mouvement social très important en 88 qui a été arrêté de manière violente puisque les chars sont sortis contre la jeunesse. Et il y a eu un processus, mais avec une décennie terrible, la décennie 90, où il y a eu justement une bataille entre un pouvoir islamiste, ou en tout cas un mouvement islamiste qui voulait prendre le pouvoir, et l'État algérien et le régime qui ne pouvaient pas accepter ça, puisqu'il y a eu un arrêt des élections. Au moment où, en 92, aux élections législatives, le FIS, qui était le mouvement de l'islam politique, a été majoritaire. Donc c'est un moment important. Les autres pays regardent ce qui se passe, mais ça ne pourrait pas être, je ne crois pas au modèle, parce que je crois que chaque peuple fait son chemin avec sa culture, son histoire. Mais en tout cas, c'est intéressant et certains débats peuvent être compris, regardés avec intérêt par les autres peuples de la rive sud. Je crois d'abord qu'elle doit faire son mea culpa, qu'elle a eu un espèce d'aveuglement à ce qui se passait. Il y a eu toute une période où le discours des pouvoirs autoritaires disait « si c'est pas nous, c'est le chaos islamiste ». Et c'est un discours, un slogan qui a été repris par les Européens. Et pendant longtemps, on a fermé les yeux sur les pouvoirs autoritaires en disant « oula, ça... c'est mieux qu'un pouvoir intégriste musulman ». Donc c'est une erreur, je crois qu'elle est prise en compte aujourd'hui. Donc une fois qu'on a pris en compte et pris conscience de nos erreurs, on doit contribuer, je crois qu'on a un destin commun, on a une histoire, un passé commun, et il faut qu'on construise l'avenir et le destin commun de peuples méditerranéens. Sur le plan de l'immédiateté, sur le plan de l'urgence, il faut évidemment imaginer une méthode, un processus qui permette de pallier aux demandes
actuelle de la société tunisienne, parce que vous savez que les évolutions politiques ont évidemment perturbé le système économique et donc mis beaucoup de gens en situation de précarité sur le plan économique. Mais sur le moyen et le long terme, il faut repenser l'ensemble de la relation, non seulement de la Tunisie avec l'Union européenne, mais également de l'ensemble des riverains de la Méditerranée et des pays arabes, notamment ceux engagés dans le processus de Barcelone avec l'Union européenne. Une des grandes tares de Barcelone, c'est d'avoir affaibli, si vous voulez, le développement des relations multilatérales au sud de la Méditerranée. C'était dans le sillage du processus de Madrid et ils avaient derrière les intentions avouées, il y avait les intentions cachées, on voit ce que ça a donné, mais en réalité, la relation s'est finalement construite dans le cadre d'un système où l'Europe agissait en tant que système multilatéral, c'est Bruxelles qui finalement décidait, mais en termes de bilatéral avec chacun des États concernés. Ceci a contribué à affaiblir le système au sud de la Méditerranée et à mettre en péril l'ensemble de l'édifice déjà chaotant mis en place à Barcelone. 10 ans plus tard, les leçons n'ont pas été véritablement tirées parce qu'en réalité, la relation a été phagocytée par la politique de voisinage qui, elle aussi, avançait basquet puisque la politique dite de voisinage avait pour objectif principal, je ne dis pas c'était l'ensemble des objectifs, mais l'objectif principal, c'était de s'insérer dans la lutte dite contre le terrorisme initiée à l'époque par les pouvoirs installés à Washington. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le Sud, il y a plusieurs pistes qui doivent être suivies et je pense qu'elles doivent être suivies simultanément. La première, c'est une reconstruction des relations entre les États du Sud, même et leur société. D'une part, on ne peut pas dissocier la Tunisie de la Libye, de l'Algérie, au-delà des aléas et des spécificités de chaque société, de chaque composante. Et la deuxième, remettre en cause fondamentalement la méthode et la méthodologie du processus de Barcelone, qui en réalité a abouti à une spécialisation économique de certaines sociétés. Je vais donner l'exemple de la Tunisie où les systèmes productifs ont été littéralement frappés de plein fouet par la mise en place du système sur 20 ans. On a abouti à une situation où finalement le principal de l'économie tunisienne reposait sur le tourisme et sur les services, et dans les conditions d'instabilité et de précarité que vous connaissez aujourd'hui, vous en voyez les conséquences. Alors, on vous dit, ou certains au sein de l'Union européenne, nous disent oui, il faut développer l'agriculture par exemple. Ça c'est bon, tout bien, bonjour. Vous êtes réveillés, il faut développer l'agriculture qui est une des parts importantes du système productif. Mais si l'agriculture ne fonctionne que pour l'exportation, alors que la Tunisie importe des denrées alimentaires, nous entrons de nouveau dans le même cercle vicieux. Ce sont ces systèmes structuraux qui doivent être mis en cause et je doute personnellement qu'avec les pouvoirs installés tant au nord de l'Europe actuellement, je ne dis pas que l'avenir est insulté, pas du tout, mais avec également le chaos qui règne sur le plan politique, sur le plan, c'est normal, après une rubrique encore aussi radicale, si vous voulez, des systèmes, je ne pense pas que la solution peut être trouvée d'une façon magique. Aujourd'hui, demain, je crois que c'est un énorme chantier qui s'ouvre et je crois que toutes les composantes de la société tunisienne, toutes les composantes des sociétés limitrophes et voisines de la Tunisie, ainsi que celles de l'Union européenne, doivent être mises à contribution pour trouver un nouveau mode de savoir-vivre ensemble dans cette région. Le pire scénario, c'est d'abord que le pays entre dans un cycle de violence, car ça c'est le pire qui puisse arriver, soit sous l'influence des groupes à l'intérieur de la Tunisie qui est beaucoup, en quelque sorte sur la base d'idéologies extrémistes et probablement en lien ou encouragées par peut-être d'autres forces au niveau régional, soit d'ailleurs sur les effets de la crise sociale et économique que connaît le pays. D'ailleurs, les liens peuvent se faire, à mon avis, assez aisément, malheureusement. Donc ça, c'est le pire scénario. Donc ça, en fait, ça risque donc d'emmener le pays sur un chemin qui est très très mauvais et donc du coup, ça mettrait en cause les
quelques acquis que nous avons réalisés jusque-là. Le meilleur scénario, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire dans le cadre d'une paix civile, et démontrer notre capacité de gérer les conflits, car il existe une situation conflictuelle. Et dans ma bouche, le conflit ne veut pas dire problème nécessairement, c'est-à-dire aussi révélation, indicateur, etc. En plus, assez rapidement, au niveau des institutions qui ont été mises en place, donc d'une part, adopter un texte de la Constitution qui soit le plus fidèle au choix des Tunisiens et notamment à ceux qui ont été exprimés par la Révolution du 14 juillet, liberté, dignité, valeur, droit de l'homme, qualité, etc. Et d'autre part, permettra donc d'inscrire la Tunisie sur un chemin de bâtir des nouvelles institutions avec des élections démocratiques et la garantie de l'alternance dans ce pays-là. Et ça, c'est d'un côté. De côté, il faut vite, le meilleur scénario, c'est que une mobilisation nationale pour affronter quelques urgences importantes. J'ai parlé tout à l'heure de la crise sociale, voilà une. Donc, c'est-à-dire l'emploi, principalement, mais aussi des inégalités régionales, la pauvreté, la misère. Donc ça a besoin, pas de traitement, je veux dire, ça a besoin de réponse urgente, mais en même temps d'inscrire dans la durée une véritable politique qui vise à répondre. On sait pertinemment que cela demande du temps, mais faut-il encore qu'on donne le cap et qu'une espèce de feuille de route, mais parfaitement visible pour les Tunisiens, et c'est là où le bas blesse, les gens ne le voient pas. On voit, donc une feuille de route soit mise en place sur certaines urgences comme l'emploi, les inégalités régionales, l'impunité aussi, parce que c'est des questions qui ont un symbolique très fort en termes de rupture vis-à-vis du régime précédent. Et donc si on... Voilà, le meilleur scénario pour nous, c'est de pouvoir bien administrer cette période, pour pouvoir ouvrir une nouvelle qui va être celle de la Tunisie, je l'espère de tout mon cœur, je ne suis pas le seul, vraiment démocratique et une constitution forte qui permette de faire fonctionner le pays. Donc ça c'est... Alors évidemment, cela ne résout pas les problèmes économiques, au contraire, mais permet de nous donner les moyens qui permettent demain à l'État et au pouvoir public, à la puissance publique, avec l'adhésion des Tunisiens, de pouvoir affronter les grands dossiers qui sont sur la table depuis X temps et qui ont été délaissés et qui demandent vraiment de la profondeur, de la durée et vraiment de la consistance et aussi de la détermination. C'est-à-dire qu'on est obligé au contrat, en fait, de faire deux choses à la fois et presque simultanément, à la fois construire un système démocratique et ensuite construire une économie ou commencer à bâtir une économie qui répondrait le plus possible aux besoins des gens. Donc ce sont deux immenses chantiers qui ne peuvent pas être traités séparément, c'est pas possible, qui doivent être traités simultanément et l'une conditionne l'autre. Autant le politique, l'orientation politique, le bureau de politique permet de redonner confiance aux gens et donc de redonner confiance aux investisseurs, aux acteurs, etc. Autant une feuille de route économique aussi permet d'asseoir une politique qui soit le plus proche possible des gens. Donc c'est évident. Si l'économique est absent, comme vous l'avez affaibli, c'est une véritable menace pour le processus politique. La révolution tunisienne, comme vous le savez, a été exportée et donc l'espoir d'une démocratie a aussi illuminé le monde arabe, si je puis dire. On observe des phénomènes
comment dire, de suiveurs, de pays suiveurs. Donc la Libye, par exemple, va passer par le même process de transition démocratique. L'Égypte aussi, donc avec l'élection d'une assemblée constituante, etc. Je pense qu'il est très important, nous, en tant que Tunisiens, de comprendre cette responsabilité que l'on a sur nos épaules quand on écrit cette constitution, mais aussi quand on met en place tous les fondements de la constitution. C'est qu'on a d'autres pays qui viennent de sortir de leur révolution, qui vont regarder l'exemple tunisien. Donc c'est très important de bien le mettre en tête quand on travaille sur notre transition démocratique, et aussi de se dire que, par exemple, en écrivant la constitution, nous avons regardé les constitutions d'Espagne, de Pologne, etc. La première constitution que la Libye va regarder, c'est la tunisienne. Pareil pour l'Égypte et la Syrie, un jour, on l'espère, et le Yémen. Donc c'est très important d'avoir cette vue globale du monde arabe. Il y a le manque de transparence dans tout ce qui est l'administration tunisienne, dans tout ce qui est les rapports entre le gouvernement et les administrés. Ça, c'est une chose. Et le problème qui touche vraiment les médias, c'est peut-être plus un problème d'objectivité et d'indépendance. Qui, pour moi, le manque de transparence, c'est un souci. Aujourd'hui, en Tunisie, vraiment, je pense que la transparence est un problème, est un gros problème, parce que c'est un obstacle à la participation des citoyens. Et s'il y a bien quelque chose qu'on doit apprendre de cette révolution, c'est qu'on doit faire participer les citoyens, et on a une obligation de donner des informations sur le processus, et pour ne pas mettre à l'écart les citoyens tunisiens. La constitution, toute cette transition démocratique, c'est un contrat social que l'on fait avec les citoyens. C'est vrai que nous, députés à l'Assemblée constituante, on est représentants du peuple, mais s'il n'y a pas d'information, on a un risque justement que les citoyens ne s'approprient pas la constitution. D'où le rôle majeur des médias. Les médias aujourd'hui sont les seuls qui sont invités dans les commissions à observer les commissions, à les filmer. Malheureusement, on observe que les médias ne restent pas tout au long de la session de la commission, prennent juste les premières questions, les premières 5 minutes et partent. Et donc ce serait bien qu'ils se rendent compte que leur rôle aujourd'hui est très important, et qu'il est de véhiculer toutes ces informations jusqu'aux citoyens. Donc ils ont un rôle important, et justement on espère qu'ils s'en rendent compte, et qu'ils s'en rendent compte que leur indépendance aussi est importante. La majeure partie des Tunisiens sentent que leur religion a été, comment dire, bloquée, n'ont pas pu s'exprimer. Et là, avec cette révolution, ils ont un sentiment, ils veulent vraiment réaffirmer. Donc l'article 1 ne leur suffit pas. Ils veulent en plus mettre la charia comme source de droit. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur si la charia est source de droit. Elle est source de droit. C'est un bagage culturel, elle est source de droit. Le problème aujourd'hui, c'est si on le met dans la Constitution, il va y avoir... on va ouvrir une boîte de Pandore. Ça va être énormément de problèmes, puisque l'interprétation, elle est très compliquée. Et les gens ne savent pas ce que c'est que la charia. Donc moi, en tant que députée, par exemple, j'ai dit, je suis contre. Je suis contre la mettre, l'inscrire dans la Constitution. Parce que d'une, on n'a pas le temps de l'étudier, parce que si on la met dans la Constitution, moi j'ai une obligation morale de l'étudier de A à Z, mais aussi il faut la délimiter. Donc je sais que les gens tout de suite, ils se disent ça va être lapidation et découpage de bras, etc. Donc il faut délimiter. Et pour la délimiter, mais il faut des années. On n'a pas le temps, on n'a qu'une année, donc pourquoi la mettre? On a très bien réussi avant sans mettre la charia comme source de droit. Et voilà. Donc par rapport aux dangers, etc., je pense que c'est important. Mais ce débat, en fait, moi je pense que c'est l'un des premiers tests de cette constitution. Parce que cette constitution, ce que c'est en fait une maison qu'on bâtit pour tous les Tunisiens. On ne peut pas aujourd'hui sortir de la salle de commission en votant sur des problématiques où on a des différences. On est obligé de trouver un consensus. C'est là, la question de la charia est un des grands tests. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres, mais ça va être le grand test. Et je pense que la responsabilité des députés, c'est comment arriver à un consensus. Et aujourd'hui, au sein de la commission des préambules, moi je suis témoin de débats qui sont très sains. Et il n'y a pas de bloc, chacun a son avis, et je suis très agréablement surprise par ce débat qui est sain, et j'espère que les Tunisiens, tous les citoyens vont participer à ce débat.
et pas justement diaboliser la charia et juste d'avoir un débat sain.